Lina demande s'il t'a dit ce qu'il allait faire avec autant de glace. Le vendeur réfléchit et se souvient qu'il a dit qu'il allait en faire don à une œuvre de charité. Tous deux ont peur sans comprendre pourquoi. Hassan se déplace dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Dans sa vie passée, il n'avait jamais rien apprécié avant que tout ne soit détruit, et même prendre un café était un luxe. En regardant le menu, il voit que tout est assez cher. Et sur la dernière page, il y a quelque chose à 17 000 avec un point d'interrogation. Il demande ce que c'est, et le serveur lui répond que c'est un plat spécial préparé par leur chef. Su Chen dit que ça a l'air bon et passe la commande. Il se souvient que dans sa vie passée, plusieurs créatures ont muté. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de changement biologique. Mais pour lui, il s'agissait simplement d'une adaptation des créatures à leur nouvel environnement. À ce moment-là, une fille aux cheveux roses vient lui livrer sa commande. Elle est merveilleuse et se présente comme la chef de ce restaurant. Su Chen la reconnaît comme étant la chef du Hanyan. Pendant l'Apocalypse, elle est devenue connue sous le nom de la chef de l'enfer. Elle avait une sorte de pouvoir culinaire magique qui transformait les cadavres en aliments comestibles. Et dans un monde de pénurie, personne ne pouvait résister à la tentation. Cependant, les plats préparés avec des créatures mutantes finissaient toujours par tuer des gens. En voyant son expression, elle se demande s'il pense qu'une belle fille comme moi empoisonnerait sa nourriture. Et puis, elle lui dit que le plat qu'elle a servi s'appelle la vie à deux visages. C'est un plat de viande avec des préparations différentes de chaque côté. Su Chen l'essaie et dit que ça vaut vraiment les 17 000 $, tout en pensant que ce serait merveilleux de l'avoir à la maison pour cuisiner. Dehors, Lina dit qu'elle a entendu dire que ce restaurant est très cher, et Xiao Qian dit qu'elle a hâte de devenir une femme riche. Su Chen décide alors d'aller dans l'un des bars les plus chers de la ville, car bientôt ce ne sera plus possible. Dès qu'il s'assoit, un groupe de filles l'entoure et lui demande ce qu'il veut boire. Il commence à boire avec eux, et quand il regarde sur le côté, il y a une fille assise là. Son amie dit qu'elle a été trahie par son petit ami et qu'elle est venue ici pour s'amuser. La fille dit que son petit ami n'a même pas couché avec elle et l'a trompée avec une vieille femme. Pourquoi tous les hommes se comportent-ils ainsi? Su Chen explique que c'est parce que l'instinct de reproduction des hommes est ancré dans leur ADN et leur esprit. Soudain, elle boit tout son verre et lui demande s'il est célibataire. Il est confus, mais elle s'approche et lui demande s'il est intéressé. À ce moment-là, Xiao Chen et Lina entrent dans le bar à sa recherche. Et à une table dans le coin, elle le voit avec les trois filles. Su Chen lui dit qu'elles peuvent monter dans une pièce et elle semble être d'accord. Alors les deux se précipitent. Il semble que le désir entre eux soit fort. Xiao Chen et Lina lui crient d'arrêter, mais les deux courent dans la pièce, entrent et ferment la porte. Il s'excuse auprès d'elle pour ces deux-là, et la fille dit timidement que c'est sa première fois. Su Chen se sent mal à l'aise et lui fait un signe de tête en disant qu'elle doit être saoule pour faire une chose pareille. Il lui dit de ne pas quitter la maison pendant les prochains jours et de faire des provisions de nourriture. Elle dit qu'elle comprend. Et puis, il dit qu'une fille comme elle ne devrait pas être dans un endroit comme celui-ci. Sur ce, il ferme la porte et part, pensant que c'est une honte, mais qu'il ne pourra pas saisir cette opportunité. Lorsqu'il quitte la pièce, Xiao Chen et Lina défoncent toutes les portes. Mais il part facilement et le lendemain, il reçoit tous les camions de livraison, de la glace, du charbon de bois, au banquet. Wang est confus dans la foule, se demandant pourquoi, diable, Su Chen a loué un si grand entrepôt juste pour recevoir autant de choses. Et maintenant même, Xiao Chen est confus, se demandant ce qu'il fait. À ce moment-là, Lina lui fait remarquer que le banquet de l'hôtel Green City est arrivé. Ils sont en train de disposer les tapis et d'organiser toutes les tables avec soin. Se pourrait-il que soudainement, un groupe de personnes arrive et qui lui déclare son amour et la demande en mariage? Xiao Qian est maintenant tout hautaine, disant que même s'il lui demande en mariage, elle pensera quand même à son cas. Ils disent qu'ils ont besoin de voir sa sincérité et décident d'aller lui parler. Elle va ensuite voir Su Chen et lui demande pourquoi il achète autant de choses. Et Su Chen dit qu'il lui expliquera plus tard. Mais peut-elle l'aider à tout organiser? Xiao Chen a peur, pensant qu'il est un imbécile de faire travailler si dur une fille qui est sur le point de devenir riche. Lina dit que ce doit être une sorte de test pour voir si elle est qualifiée pour devenir une fille riche. Et à cela, Xiao Qian change d'attitude et dit qu'elle n'est pas ce genre de femme faible. Elle sait être délicate, mais sait aussi travailler et se met à porter les cartons. Mais elle meurt de colère, disant que lorsqu'elle deviendra une femme riche, Su Chen paiera. À ce moment-là, Lina vient essayer de le séduire,
en disant qu'elle l'aidera à porter les cartons. Dans son esprit, elle est sûre que quelqu'un d'aussi riche que lui n'aura pas qu'une seule femme, n'est-ce pas? Tant qu'elle montre un peu de ce qu'elle a à offrir, elle pourra au moins en profiter un peu. Pendant ce temps, Su-Chen pense qu'il ne peut pas perdre de la main-d'œuvre gratuite comme ça. Après tout, avec autant de glace et de tables à installer, ils auront besoin d'aide. Le temps passe et ils finissent par tout finir. Xiaotian est en sueur et ses jambes tremblent. Elle dit qu'elle porte des choses depuis le matin jusqu'à maintenant. Dès qu'elle deviendra sa femme, elle s'assurera de prendre tout son argent. Lina, allongée par terre, en a également fini, disant que ce satané type les a vraiment fait porter ces lourdes glacières. Xiaotian dit qu'il en a assez de ce test. Il doit la demander en mariage tout de suite et commencer la fête, sinon les invités arriveront. Et Lina dit qu'il doit se dépêcher parce que la nourriture commence à refroidir. Pendant ce temps, Su-Chen donne une bonne somme d'argent supplémentaire à tous les livreurs qui le remercient du fond du cœur. À ce moment-là, Xiaoqian arrive et demande « Su-Chen, tu n'as rien à me dire ?» Su-Chen dit oui, il la remercie pour son aide. Mais malheureusement, il n'y a pas de paiement pour eux. Alors, ils peuvent partir maintenant. Xiaoqian est choqué et lui dit d'arrêter de plaisanter. Les invités arrivent déjà, sans compter qu'il y a 1000 tables. Pourquoi ne lui révèle-t-il pas simplement qu'il veut l'épouser pour qu'ils puissent avoir une belle vie? Su-Chen se retourne et dit que c'est impossible pour lui. Après tout, il a déjà vendu la maison et accumulé un tas de dettes. Ils veulent sûrement l'épouser. Lina dit que cela n'a pas de sens. Comment quelqu'un sans argent peut-il acheter autant de glace? Su-Chen dit qu'il fait tout cela uniquement pour aider son patron très riche qui veut réaliser un projet caritatif. Xiaoqian perd son sang-froid et sa colère et l'attaque, disant qu'il lui a menti tout ce temps. Il dit qu'il n'a menti sur rien, tandis qu'elle tombe par terre avec un regard monstrueux, disant qu'il n'est qu'un pauvre perdant qui peut oublier de l'épouser. Su-Chen dit qu'il n'est pas du tout intéressé et elle s'en va en colère, disant qu'il est un bâtard et qu'il le regrettera. Lorsqu'ils partent tous les deux, ils pensent qu'ils le regretteront une fois l'apocalypse commencée. Il ferme alors la porte de l'entrepôt pour commencer à tout ranger dans son espace. Avec cela, tous les préparatifs sont enfin prêts. De retour à l'hôtel avec Wang Dehai, le gars à qui il a emprunté de l'argent. Wang Wuyu prend Xiaoqian à part et lui dit de ne plus faire attention à cette perdante de Su-Chen. Elle devrait rester avec lui tout le temps de toute façon. Elle grince des dents. Elle attend avec impatience sa performance de ce soir. Et Wang lui dit de ne pas s'inquiéter. Il demandera à son frère Dehai de s'occuper de ce type pour elle. Xiaoqian pense que Wang n'est pas si mal que ça. Après tout, en plus il a son frère influent. Il est définitivement meilleur que ce perdant. À ce moment-là, Su-Chen dit qu'elle se jette vraiment sur n'importe qui. Elle est surprise et demande ce qu'il fait là, tandis que Wang le pointe du doigt et dit à son frère que c'est ce type qui l'a frappé. Dehai dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit ce type-là, et Wang lui demande s'il le connaît. Dehai explique que ce gamin lui a emprunté 600 000 $ et doit le rembourser demain. Wang dit que c'est parfait, ils peuvent régler ces deux choses. Alors que Xiaoqian dit maintenant avec joie qu'elle s'est vraiment débarrassée d'un perdant, surtout d'un homme qui doit de l'argent au frère de Dehai. Su-Chen dit qu'il est vraiment impossible de prendre un bon repas dans cet endroit, et Dehai lui rappelle que la date de paiement est demain. Pourquoi est-il ici dans son hôtel à faire comme si tout allait bien? Wang crie à son frère de ne même pas parler à ce type, puisqu'il a frappé. Sinru apparaît alors et demande ce qui se passe et s'ils peuvent résoudre le problème. Dehai dit que si elle force cet enfant à s'agenouiller et à s'excuser, ils peuvent laisser tomber pour aujourd'hui. Elle demande ensuite à Su-Chen ce qui se passe. Il dit que ce ne sont que des parasites qui le dérangent. Dehai frappe alors sur la table, disant qu'il était calme uniquement parce que son paiement est dû demain. Mais de loin, un type avec une barbiche demande ce qui se passe et qu'il a laissé causer des ennuis ici. Su-Chen et Dehai reconnaissent cet homme comme étant Gao Kang. Dehai commence à s'excuser et lui demande ce qu'il fait ici. Gao Kang dit qu'il a des questions importantes à discuter ici aujourd'hui et que ce n'est pas à lui de causer des ennuis. Dehai sait que ce type est un entrepreneur, mais qu'il est impliqué dans diverses activités criminelles, et il a beaucoup de gens sous ses ordres. Donc ce n'est vraiment pas une bonne idée de s'en prendre à lui. Et sur ce, il s'excuse, disant qu'il viendra plus tard. Su-Chen reconnaît ce type comme étant Skull Crusher. Et dans l'Apocalypse, ce type est devenu l'une des forces les plus puissantes, et il a même fait travailler le patron de l'enfer pour lui. Su-Chen se souvient que cet hôtel était l'un des premiers endroits où des personnes dotées de pouvoir sont apparues,
et peut-être qu'il est devenu si fort à cause de quelque chose qui va se passer ici. Gao Kang le regarde fixement, tandis que Su Chen pense que quelle que soit l'opportunité qui se présente dans cet hôtel, il la saisira. Quelque temps plus tard, Gao Kang emmène Douanier rencontrer un certain Monsieur Sun, et elle lui demande de quoi ce type veut discuter avec elle. Monsieur Sun dit qu'il avait hâte de rencontrer la merveilleuse Malduan et lui sert ensuite un verre. Douanier se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce verre, qui contient clairement une sorte de drogue. Su Chen se souvient de sa vie passée, où il s'est caché dans le sous-sol avec Shao Kang et a à peine survécu. Il ne s'attendait pas à ce que dans cette vie, il lui donne un coup de pied et qu'elle le suive encore ici. Mais c'est l'occasion parfaite de se venger. Regardant la piscine où les deux frères vont se rafraîchir, ils disent que ce soir, il fait étrangement chaud, mais que ça vaut le coup puisque les filles viendront en bikini. Ils apparaissent alors et regardent la lune, disant qu'elle est étrangement brillante. C'est aussi brillant que le soleil de la période gay. À ce moment-là, Douanier lui déclare son amour. Alors que Su Chen dans la pièce dit que leur amour est vraiment sur le point d'exploser. Avec un verre sur la lune, il accueille l'apocalypse. La lune se met alors à trembler et à inventer une aura rouge. Tous ceux qui sont dehors ressentent quelque chose d'étrange et leur peau commence à brûler. Ils commencent tous à courir vers l'hôtel en disant que quelque chose ne va pas. Pourquoi la lumière de la lune est-elle si forte? À l'intérieur de l'hôtel, les gens sont confus. Il fait nuit, mais il fait très clair. À ce moment-là, ils courent tous les trois et tout le monde a peur. Leur peau est déjà rouge. Ils sont désespérés et cherchent un endroit où se rafraîchir. Ils voient alors un aquarium, courent vers lui, le renverse et saute dedans pour soulager la douleur. Le personnel de l'hôtel demande ce qui se passe et où est le frère de Dahei. À ce moment-là, Wang se souvient de son frère qui apparaît à la porte avec la peau toute brûlée. Dans la chambre, M. Sun demande à Duan pourquoi elle ne boit pas, et Gao Kang dit qu'ils ont préparé un banquet. Alors pourquoi n'y vont-ils pas maintenant? Mais M. Sun lui dit que dans cette ville, personne ne peut refuser de boire le vin qu'il verse dans le verre. Duan se met en colère, pensant que Gao Kang l'a piégé. Il est tellement désireux d'élever son statut social qu'il l'a confié à ce M. Sun. Elle connaît très bien M. Sun. C'est un homme invincible dans la ville de Shanggu, et il a fait du mal à de nombreuses femmes. Et aujourd'hui, elle est devenue sa cible. Elle est absolument sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce vin, alors elle ne peut pas le boire. Mais que va-t-elle faire? Juste à ce moment-là, la lune commence à les brûler tous les trois et il ferme le rideau, se demandant ce qui se passe. Monsieur Sun dit qu'il ferait mieux de descendre pour mieux comprendre, et Duan se sent soulagé de sortir de cette situation. Dans le hall, Sinui essaie de calmer tout le monde, disant que les équipes de secours doivent arriver. Gao Kang demande à l'un de ses hommes de main ce qui se passe. Il explique que soudain, la lune est devenue rouge et que la température extérieure a augmenté de plus de 21 degrés. Les informations rapportent que de nombreuses personnes ont déjà été blessées et brûlées. Monsieur Sun appelle le ministre et lui demande d'envoyer quelqu'un pour le récupérer. Cependant, quelque temps plus tard, il dit à Gao Kang que malheureusement, il semble qu'ils aient des problèmes et qu'ils ne pourront pas venir. Pendant ce temps, Dahai souffre énormément. Toute sa peau est brûlée. Les gens essayent de lui appliquer des pommades contre les brûlures, mais ce n'est pas suffisant. Sans compter qu'il doit être emmené à l'hôpital, mais avec sa forte température extérieure, ce sera impossible. Il dit qu'il appellera un ami pour qu'il vienne le chercher. L'ami répond au téléphone en disant qu'il est au milieu de nulle part. Mais d'accord, il viendra. Dès qu'il sort du garage, il voit qu'il fait trop chaud et se retrouve confus. La chaleur est si intense que les pneus éclatent et il sort de la voiture, appelle son ami pour lui dire qu'il va être retardé et s'enfuit. Mais la semelle de sa chaussure fond et il glisse et tombe à terre. En regardant de côté, il voit une autre personne allongée là, déjà un cadavre sec. Il prend peur et essaie de se relever sans se rendre compte que la moitié de son visage est déjà sur l'asphalte. Tout le monde dans l'hôtel est surpris lorsqu'il crie au téléphone. Pendant ce temps, notre protagoniste se trouve dans sa chambre à température contrôlée. Il dort profondément dans son lit et les annonces gouvernementales sont déjà faites. En raison de la chaleur intense émise par la Lune, les températures ont augmenté de plus de 75 degrés et la température au sol a atteint plus de 100 degrés. L'événement a déjà fait des centaines de victimes. Veuillez rester à l'intérieur pour éviter les brûlures cutanées et respiratoires. À ce moment-là, l'une des centrales électriques explose à cause d'une chaleur excessive, coupant certaines communications. Dahai dit avoir perdu le contact avec ses amis. Alors que tout le monde est dans la dernière chambre restante de l'hôtel,
Chavoukian et Lina se plaignent de ne pas vouloir rester dans une pièce pleine d'hommes. Mais à ce moment-là, le courant est coupé. Et avec ça, la climatisation cesse également de fonctionner et tout le monde commence à enlever sa chemise, mourant de chaleur. Chavoukian se souvient que la chambre de Suchan a une piscine. Pendant ce temps, notre protagoniste nage tranquillement. Il savait déjà que l'électricité serait coupée à cause de l'explosion des centrales électriques. Et c'est aussi pour cela qu'il a choisi une pièce spécialement avec une piscine, en plus de climatiseurs verticaux et de batteries géantes pour assurer la température. Mais il manque aussi de la glace ici. Il se change, s'assoit sur le canapé, pensant que c'est très agréable maintenant. Il a faim, alors il dresse un banquet sur la table. Comme c'est le premier jour de l'apocalypse, il a besoin d'un petit déjeuner léger, tout en se demandant quand Gokshan aura la chance d'acquérir des pouvoirs. Quelqu'un frappe à la porte, disant qu'il sait qu'il est là. Notre protagoniste sait qu'avec le pouvoir de téléportation et les préparatifs qu'il a faits, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Alors pour provoquer la colère et l'envie, il décide d'ouvrir la pièce. Dès que la porte commence à s'ouvrir, une brise froide sort et tout le monde ressent un soulagement indescriptible, se demandant pourquoi il fait si beau là-dedans et pourquoi il y a la climatisation. Suchan demande s'ils ont besoin de quelque chose. Wang fait remarquer à tout le monde qu'il a de la glace, une piscine, de la nourriture et de l'électricité. Lina et Xiaoqin commencent à lui crier dessus, lui demandant comment il ose les laisser brûler dehors toute la journée alors qu'il vit dans le luxe. Il ferait mieux de quitter cette pièce maintenant. Dahai lui dit qu'il est temps de rembourser tout ce qu'il doit. Alors il ferait mieux de lui rendre cette chambre. Mais au moment où il entre dans la pièce, il reçoit une balle dans l'estomac. Dahai est choqué en voyant la blessure, et Suchan l'avertit que s'il fait un pas de plus, il mourra. Tout le monde tremble. A-t-il vraiment une arme? Dahai est indigné et demande où il l'a eu. Mais un autre coup de feu retentit dans la pièce, et tout le monde est effrayé lorsque Dahai tombe à terre, blessé à la jambe. Suchan pointe du doigt l'extérieur, disant que quiconque veut mourir peut rester là-bas, et il leur donnera 3 secondes. Quiconque est dans son champ de vision ira dans la prochaine vie. Pendant ce temps, Gao-chan parle à Dixinru, lui demandant comment il est possible qu'un si grand hôtel ne propose pas de nourriture. Elle s'excuse en disant qu'ils ont récemment organisé un banquet pour plus de 1000 personnes et que les ingrédients et la nourriture devaient arriver aujourd'hui. À ce moment-là, M. Sun, se versant de l'eau sur le corps, lui ordonne d'apporter toute l'eau et la nourriture qu'elle a immédiatement. Les familles commencent à s'indigner du gaspillage d'eau qu'il provoque et une guerre éclate dans le hall.